Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence nombreuse. C'est une conférence qui vous est proposée par l'association Opium Philosophie, qui est une association étudiante présente maintenant dans une bonne dizaine d'établissements à Paris et autour. Une association qui a pour but de proposer, de pratiquer la philosophie en dehors du simple cadre académique. Pour ça, on a différents formats qui vont de la radio jusqu'au débat au cinéma, débat au théâtre, des conférences, des cafés philo, ainsi que cette année surtout un fort engagement puisqu'on propose des ateliers philosophie en école primaire, collège, lycée et également en prison. Donc vous pouvez suivre toutes nos activités sur Facebook et les réseaux sociaux habituels. Et je vais donner tout de suite la parole à Marco pour introduire la conférence de ce soir. Merci encore. J'ai rencontré Foucault, je ne sais plus exactement, ça faisait vraiment partie des meubles, intellectuels avec une impression qu'il était toujours là. Je devais avoir vu des photos, aussi loin que je me souvienne, les premiers souvenirs de Foucault, ça doit être des photos de Foucault qui manifeste, je ne sais plus, je crois que c'était pour les droits des prisonniers, des choses que j'avais dû lire dans un vieux magazine littéraire à ma sœur. Donc c'était une présence comme ça. Ensuite, je me suis souvenu de ça ce matin parce que je suis allé voir l'exposition Vasarely et il y avait un mur des exemplaires de tel. Alors je sais que le tel de Foucault est pas fait par Vasarely, mais ça faisait vraiment partie. C'était vraiment Foucault. Adolescent, c'était un élément de design du monde. Je savais qu'il existait ces livres incroyablement sophistiqués et incroyablement modernes de Foucault. Et en fait, ça marchait bien avec les Ménines parce que ça avait beau être un tableau ancien, on savait que ce tableau était sophistiqué avant même d'en lire l'analyse de Foucault. On sentait qu'il y avait quelque chose qui serait compliqué. Donc ça, c'est pour la blague, c'est pour faire Mais ceci dit, ça m'est resté. Foucault, c'est vraiment presque devenu mentalement une sorte d'épistémé. C'est l'intellectuel. Alors j'exclus peut-être trop le Foucault qui nous intéresse ici, qui serait le Foucault des années 80, mais c'est l'intellectuel quasiment organique des 30 Glorieuses. Je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas spécialement de connexion. Alors j'en ai trouvé une, parce que je me suis amusé dans mon dernier roman à mettre un personnage d'anti-foucaldien fanatique. J'en ai trouvé une qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui m'avait amusé. Euh, Foucault devient un intellectuel vraiment important médiatiquement. J'ai l'impression, peut-être je dis des bêtises, via le Nouvel Observateur. Et les grandes photos que je connaissais de Foucault, il était allongé au sol sur des canapés bas. Et je savais que le Nouvel Observateur avait été fondé par l'inventeur du sanibroyeur. Et pour être allé dans des appartements où il y avait des sanibroyeurs, je savais que le coup de génie urbanistique du sanibroyeur, c'était qu'il permettait d'abolir les cloisons des anciennes domesticités citadines pour transformer les 6e et les 7e étages haussmanniens en sorte de grands lofts plats, parce que le sanibroyeur libère la pose des toilettes de la colonne d'eau qui structure quand même très fortement l'urbanisme parisien. Et donc il y avait une sorte comme ça de symbiose bizarre entre un industriel et un intellectuel. C'est pas des propos qui sont personnels, hein, c'est des propos que je mets dans la bouche d'un de mes personnages anti-foucaldiens fanatiques. Ensuite, je sais plus exactement, je me vois précisément complètement perdu en Italie en 2001, dans la ville de Gênes. Je parlais pas italien, je m'ennuyais terriblement. Et il y avait d'excellentes bibliothèques universitaires avec beaucoup de livres français, donc j'ai passé quasiment 4 mois reclus dans ma chambre à lire. Et l'un des livres que je voulais lire, c'était l'archéologie du savoir de Foucault. Et je me souviens qu'il était dans une bibliothèque universitaire qui était très éloignée de l'endroit où j'habitais. Donc je me souviens être allé à pied, avoir traversé toute la ville à pied pour aller chercher l'archéologie du savoir, l'avoir lu et rendu. Le problème, c'est que l'anecdote fait que je n'ai aucun souvenir de l'archéologie du savoir. Néanmoins, à mon retour de cette année un peu perdue en Italie, je devais faire un mémoire de maîtrise de philosophie et j'avais choisi comme sujet, je ne sais pas pourquoi en fait, le petit livre de Foucault sur Raymond Roussel.
Faut voir que j'avais pas internet à l'époque, donc tout me semble un petit peu désordonné. Je me souviens que j'avais obtenu d'un ami qui m'offre les 2 tomes de dit et écrit, que était trop cher pour moi, qui devait coûter 30 € pièce. Et je me souviens avoir, in fine, j'avais fini mon mémoire que j'ai rédigé, je sais pas trop comment, et je me souviens avoir cherché quand même par scrupule dans l'index des dits et écrits, l'entrée Raymond Roussel, qui m'a envoyé sur quelques textes sur Raymond Roussel, et dans une interview, je crois, Foucault explique que Raymond Roussel est le grand livre où il règle ses comptes avec Heidegger, ce qui m'avait profondément échappé. Mais du coup, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est un livre que Foucault renie aujourd'hui, mais j'ai l'impression d'être rentré dans l'œuvre de Foucault par le texte le plus bizarre qu'il a fait. En plus, j'étais très jaloux parce qu'il disait qu'il l'avait écrit en un été, et moi, en un été, j'avais péniblement réussi à faire un mémoire de 80 pages sur son livre, et je veux dire qu'il avait réussi, lui, en un été, à faire 3 fois mieux. Euh, et je me souviens du jour de la soutenance de ce mémoire de Master 1 de philosophie, Master 2, je ne sais plus, là ça a changé, hein, c'était avant la réforme LMD. Euh, L'un des co-examinateurs me demande si ce livre est structuraliste, et là je me rends compte, sorte de catastrophe mentale, que je ne sais pas ce que c'est que le structuralisme, et que je n'ai absolument pas eu la curiosité d'enquêter sur ce qu'était le structuralisme. Et ce qui est drôle, c'est que j'en suis exactement toujours au même niveau 20 ans après. Je ne suis pas capable de définir le structuralisme, et c'est là où je me suis rendu... Enfin, en fait, c'est quasiment le moment où ma vie bifurque, parce que je me rends compte que j'ai pas du tout le sérieux académique pour faire un philosophe, mais je m'en sors pas trop mal intuitivement quand je bricole des trucs. Du coup, bon, ce jour-là, j'avais bafouillé, et j'ai pas encore d'explication très nette de ce que c'est que le structuralisme. Mais Foucault est revenu en fait un petit peu plus tard. J'étais entre-temps libraire, pas très loin d'ici, en bas de la rue Mouffetard. J'ai été un fidèle serviteur de la gloire foucaldienne, parce que je me souviens, c'est l'époque où il avait dû sortir vraiment le dernier... Sortaient les cours au Collège de France, peut-être les cours justement sur le bio-pouvoir, et des choses beaucoup plus mystérieuses comme un inédit absolu qu'il avait publié, enfin qu'il n'avait jamais publié, qui était son propre mémoire de philo à lui. Bref, je m'égare. Et je me souviens très précisément d'un jour, parce que, alors je sais pas pourquoi, parce que je n'y allais jamais, j'étais dans le petit café de la place Saint-Sulpice, j'avais un rendez-vous qui n'arrivait pas, et j'ai écrit un texte extrêmement bizarre, qui en fait, sans le savoir, est le premier texte romanesque que j'ai fait, que j'ai même intégré à mon premier roman. Et je suis certain que ce texte c'est en écrivant ce texte que je suis devenu romancier, parce que j'ai trouvé 2-3 idées qui se sont super bien mis ensemble et qui m'ont quasiment accompagné pendant 10 ans. J'espère en être quand même un peu sorti maintenant. Mais l'idée, pour le dire simplement, et c'était volontairement très intuitif, et du coup j'ai pas beaucoup développé, l'idée c'était que le structuralisme était une sorte d'avatar terminal du jansénisme, était une pensée profondément fataliste. J'ai une autre anecdote en Italie. Je me souviens il y avait une conférence de psychanalystes avec des flèches qui disaient qu'il y avait une conférence sur Lacan. Je suis rentré comme ça, je suis rentré dans une pièce, il y avait effectivement des psychanalystes qui essayaient le micro en disant le mot cesso. C'était très bizarre, et en fait j'ai pris la fuite. C'était trop étrange. Mais ça marchait presque comme une société secrète. Enfin, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et l'articulation, en fait, ça a été de me refabriquer une sorte d'objet vraiment profondément hybride, qui tenait à la fois du siècle de Louis XIV pour l'affirmation parallèle d'un pouvoir central extrêmement fort, extrêmement colbertiste, extrêmement absolu, avec le soutien en parallèle d'une pensée qui, du quiétisme au fatalisme dur du jansénisme, était une pensée pré-cybernétique. Il y avait tout cette espèce de XVIIe siècle que j'avais un peu rapatrié sous De Gaulle et Pompidou, et qui était lui-même une uchronie de ce qui se passait à l'époque, ce qui m'excitait beaucoup intellectuellement. On est au tournant des années 2000-2010, qui était la révolution numérique dans la Silicon Valley. Et je m'étais dit qu'en fait la société cybernétique idéale, algorithmique idéale, elle existait.
telle qu'on la fantasmait encore, parce que c'était encore avant... Facebook n'était pas encore devenu méchant, on est vraiment une époque vraiment strictement charnière. On la fantasmait beaucoup, et l'idée que j'avais eue, c'était de la rapatrier en France dans les années 60-70. Ça marchait parce qu'il y avait une Minitel qui était une sorte d'internet de substitution anachronique, et de dire que tout ça n'avait jamais été autre chose qu'un projet religieux, l'advenue d'une singularité technologique qui remplissait à peu près les critères normaux du dieu des philosophes du XVIIe siècle, la soumission d'une société d'ordre. Enfin, voilà, tout ça tournait à peu près bien ensemble, et le texte, ce court texte que j'ai finalement transformé en article de revue pour l'intégrer dans mon premier roman, La théorie de l'information, mettait vraiment en scène les grands structuralistes comme les machinistes. Alors je ne sais plus exactement si c'était machiniste conscient ou inconscient, mais on faisait en tout cas les dieux dans la machine de cette configuration politique qui n'a évidemment jamais existé, mais qui marchait avec l'idée qu'en fait la singularité technologique, l'idée d'une administration totale d'une société par une technologie toute puissante n'était pas devant nous, mais elle était déjà advenue au moment où l'économie de la France avait basculé dans une sorte d'économie dirigée et planifiée qui se concentrait autour de grands projets industriels, donc grosso modo la France des années 60, 70. Donc ma rencontre avec Foucault, c'est vraiment, c'est un peu une rencontre un peu manquée, quoi. Mais c'est ça, et donc il ressurgit dans mon dernier roman, Le Grand Paris, parce que j'imagine un intellectuel qui est obsédé par la figure intellectuelle de Foucault. Il veut être ce qu'est devenu Foucault pour les intellectuels de gauche. Il veut l'être pour les intellectuels de droite, en tentant une synthèse un petit peu impossible entre Foucault et Machiavel. Et il invente lui-même son propre homme de Vitruve, sa propre scène de torture, comme il y a au début des Mots et les choses. Et c'est quelque chose qui est un peu oublié aujourd'hui, qui avait été très marquant au tournant des années 90. C'était un condamné à mort américain qui s'était fait congeler et découper en tranches de jambon d'un millimètre. Donc il y avait 1800 tranches. Ça a été publié en livre ensuite. Et ça croisait un peu le début de l'informatique un peu marrante avec des modélisations 3D, etc. Parce qu'on devait être à la fin des années 90. Et du coup, il avait donné son corps à la science. Et donc le personnage de mon bouquin qui s'appelle Machelin fait beaucoup d'analyses de cette personne. Et il trouve que c'est encore mieux que le supplice de Damien, parce que là, la personne est à la fois le coupable et le médicament, parce qu'il va servir évidemment comme maquette de dissection numérique pour les étudiants en médecine. Donc il y avait toujours un côté, il veut systématiquement battre, le personnage voulait vraiment aller débusquer et battre Foucault sur son propre terrain. Comme ça, spontanément, du foucaldisme de ma vie et de mes livres, c'est tout ce dont je me souviens, mais d'autres choses me viendront peut-être ensuite. Merci. Ossine ? Je vais rebondir sur l'expression d'intellectuel organique. En fait, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais je trouve que c'est très bien dit. Quand j'étais étudiant, je cherchais un sujet de mémoire pour mon M2, et j'étais tombé sur le site de l'INA, sur une vidéo où Michel Foucault présentait les mots et les choses dans une émission qui s'intitulait Lecture pour tous, présentée par Pierre Dumayet, et j'étais très marqué par son élégance de dandy, très années 60, 5e République, et aussi l'exigence et l'ambition de son propos, puisque, en tout cas, c'est comme ça que Foucault présente les mots et les choses dans l'émission. Il s'agissait de retourner comme un doigt de gant la pensée occidentale de son temps, et de voir, en tant qu'occidental, comment est-ce que se déployaient les sciences de son époque. Et bon, je l'ai appris qu'après, en lisant une biographie de Foucault, mais en fait, Foucault était presque véritablement un intellectuel organique des années 60, puisqu'il était très proche des milieux gaullistes. Il faisait partie de la commission Fouché, était très proche d'un diplomate gaulliste qui s'appelait Burin de Desrosiers. Donc, il a répondu à mon attente esthétique de l'époque, et donc j'avais fait mon mémoire sur Foucault, et le sujet de mon mémoire était le suivant:
comment Foucault thématisait, comment Foucault rendait raison des mutations des régimes de vérité d'une époque à une autre époque, ou pour le dire dans son vocable, comment est-ce qu'on passait d'une épistémée à une autre épistémée. Et l'hypothèse que j'avais formulée en lisant le bouquin pendant un mois, Les mots et les choses, c'était qu'il y avait deux hypothèses. D'une part, l'hypothèse malarméenne, l'être du langage lui-même entraînerait ses propres mutations, et d'autre part, l'hypothèse nietzschéenne, il s'agirait d'un sujet historicisé qui rendrait compte des mutations. Et ce que j'ai tenté modestement de montrer dans mon mémoire, c'était que Foucault avait choisi l'hypothèse malarméenne dans l'archéologie du savoir en 69, dans sa radicalisation structuraliste, et puis lorsqu'il se rend compte que ça ne marche pas, il se lance dans le tournant généalogique et investit forte, voire fortissimo, Nietzsche. Ensuite, dans le cadre de ma thèse, j'ai voulu investir le champ de la philosophie arabe à travers le prisme foucaldien. Pour le dire peut-être plus précisément, il y a un texte qui m'a pas mal intéressé de Foucault, qui est, enfin plutôt divers textes de Foucault qui m'ont intéressé, qui portent sur le Wahrheitsaufklärung, donc le qu'est-ce que les Lumières de Kant, à savoir que selon Foucault, Kant est le premier philosophe à se demander qu'est-ce qu'est notre présent, qu'est-ce qui fait l'événementialité de notre actualité, qu'est-ce qui fait rupture dans notre époque. Et j'ai voulu transposer cette question à l'époque arabe, c'est-à-dire que j'étais un autre présent arabe, c'est-à-dire que j'étais assez désappointé du fait que, pour le dire très grossièrement, quand on s'intéresse à la philo arabe, en gros on se résume à la philo médiévale, mais il ne s'est rien passé après Averroès. En tout cas, c'est ce que la Vulgate universitaire et de recherche là-dessus a tendance à dire. Et je m'étais dit, appliquons un modèle foucaldien, essayons de voir comment est-ce que la pensée coranique ou la pensée musulmane a pu féconder le corpus aristotélicien, et à travers cette sédimentation de la tradition arabe, voir s'il y a quelque chose qu'on peut retrouver comme un changement d'épistémée avec ce qu'on appelle l'époque de la Narda, c'est-à-dire l'époque de la Renaissance au XIXe siècle dans le monde arabe. Et puis, s'agissant des articles parus dans Medium que Régis Debray m'a fait l'amitié de publier, qu'a rappelé tout à l'heure Marco, je me suis fondé tout bonnement sur l'observation assez commune que le pouvoir numérique, ou en tout cas que les outils numériques, avaient de plus en plus tendance à impacter nos vies, à avoir des effets sur nos vies. On peut prendre plein d'exemples triviaux. Par exemple, les recruteurs ont de plus en plus tendance à consulter nos profils sur Internet. Lorsqu'on prend un VTC type Uber, on ne peut en prendre qu'à condition de noter et d'être noté. Ou encore, quand on utilise des applications de rencontres amoureuses, comme par exemple Tinder, les applications nous décernent en catimini, en secret, une note de désirabilité. Et alors on pourrait se dire que ces exemples-là sont assez cocasses, assez triviaux, mais il y a d'autres exemples à l'étranger qui sont pour le coup plus problématiques, et je pense par exemple à ce qui se joue présentement en Chine. Comme vous le savez peut-être, en 2014, le Conseil d'État chinois a décidé de mettre en place ce qu'on appelle un système de crédit social qui devrait être complètement effectif à partir de 2020 et qui doit attribuer une note à chaque citoyen chinois selon sa conformité à ce que doit être la société communiste chinoise contemporaine. Et c'est pourquoi j'ai tendance à penser qu'à horizon peut-être d'une génération, les mailles de ce nouveau filet politique, de ce nouveau filet numérique auront tendance à se resserrer davantage, et chacun d'entre nous pourrait être pris dans un réseau d'injonctions normatives, de contraintes intériorisées. Alors, comment pourrait opérer, à mon sens, un corpus foucaldien? Ici, d'une part, dans un ordre, je dirais, théorique, un nouveau type de pouvoir se profile, comme le disait tout à l'heure Marco. Alors on pourrait se dire, pourquoi mobiliser Foucault? Il n'a rien demandé à personne. Il y a déjà des concepts comme ceux d'intelligence artificielle, de big data, et j'en passe. Tous les jours, il y a quelqu'un qui publie un bouquin sur l'intelligence artificielle ou sur les algorithmes.
Mais j'ai tendance à penser que ces notions, en général, souffrent de détermination, de définition, et n'arrivent pas à faire sens par rapport à un champ conceptuel plus large et n'interrogent pas vraiment ce qui joue d'un point de vue philosophique. C'est pour ça que la notion de néo-pouvoir ou de pouvoir numérique me parle beaucoup. C'est que, à mon sens, on n'est plus à l'époque de la biopolitique du pouvoir, c'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque d'un pouvoir qui ne fait qu'anticiper et que gérer des faits biologiques, c'est-à-dire l'évolution démographique ou les normes assurantielles ou la gestion statistique du vivant, mais on est véritablement à une époque de recension et de mise en relation des données numériques que nous laissons chaque jour derrière nous, c'est-à-dire des traces numériques. Donc ça, ce serait un pouvoir numérique de niveau faible ou de niveau 1, un néo-pouvoir de niveau 1, jusqu'à la production d'un espace dans lequel nous déplacerions, dans lequel nous déploierions nos actions. Donc un néo-pouvoir, on pourrait dire, de niveau 2 ou une gamification du jeu social. Et d'autre part, j'ai pensé aussi que Foucault, notamment le Foucault des années 80, pouvait être utile pour que nous opérions, je dirais, une transformation de nous-mêmes par nous-mêmes, pour reprendre son vocable, et d'opérer une résistance contre cette nouvelle forme de gouvernementalité.